Bon, tenter de célébrer l'anniversaire Doctor Who avec une série audio de 8 épisodes, ça semblait pas être une si mauvaise idée que ça sur le papier. Quand on y réfléchit, c'est même au final quelque chose de plutôt ambitieux, qui laissera en même temps suffisamment de temps pour faire du fanservice, parce que c'est inévitable apparemment pour un anniversaire, et d'un autre côté, d'avoir suffisamment de temps pour développer correctement une intrigue pour faire tenir le tout. Malheureusement, c'est surtout la partie fanservice qui a été respectée, plutôt que le fait de raconter une histoire qui se tient un minimum. Mais revenons dans le passé. Tout commence le 23 novembre 2022 avec un trailer montrant le TARDIS en vol dans le vortex du 4e Docteur et qui, sortant de ce dernier, esquive tant bien que mal les lettres qui composent le titre de cette histoire. Alors, assez hypé par la chose, je me rends sur le site de Big Finish et je découvre qu'on aura le droit à une saison entière pour célébrer l'anniversaire de la série en audio. Ni une ni deux, moi je précommande l'édition spéciale de Once and Future. J'ai eu la chance pour une fois d'être là au bon moment pour le faire, moi qui a été trop jeune forcément pour choper les 50 ans de Doctor Who, The Light at the End, et j'ai été encore plus jeune quand est sorti Zagreus, je connaissais même pas Doctor Who, et donc je me revois tout content aller sur le site de Big Finish et voir que à côté des épisodes, il y avait une espèce de planning de diffusion, si vous voulez, et sur ce planning de diffusion, il était marqué que le tout dernier épisode, Coda, The Final Act, devait être diffusé le 23 novembre 2024, soit un an après les 60 ans de la série. Sur le moment, moi, naïf, je me suis dit que c'était une erreur qui serait corrigée assez rapidement. Et ben vous savez quoi ? Il n'en fut rien. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. En plus de l'annonce d'un impressionnant mais peu surprenant casting, le pitch de Once and Future fut directement présenté. L'histoire est la suivante. La guerre du temps. Le docteur a été blessé et amené dans un hôpital des Seigneurs du Temps. Son corps rayonne d'énergie mais ce n'est pas le signe d'une régénération. Au lieu de cela, le docteur se met à passer d'une ancienne incarnation à l'autre sans ordre particulier. Titubant vers son TARDIS, le docteur entreprend de résoudre le mystère de sa dégénération. Qui lui a fait ça ? Comment et pourquoi ? De la Terre aux étoiles, à travers une multitude d'époques et de lieux familiers, il suit des indices pour revenir sur ses pas, rencontrant d'anciens amis et ennemis en cours de route. À travers ses vies, le docteur doit arrêter sa dégénération avant de se perdre complètement. Sur le papier, ça avait l'air intéressant, et naguère j'avais moi-même attaqué cette saga avec enthousiasme, écoutant les premiers épisodes avec plaisir. Et puis, après un petit passage de temps, avec un petit peu de recul, et après avoir réécouté ça, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, mais alors pas du tout dès le premier épisode. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, le résumé de Once and Future. Dans le premier épisode, le docteur se fixe sur sa 4e incarnation, et pour une obscure raison, son TARDIS et ses vêtements suivent le mouvement. Et le docteur s'extrait de la guerre pour partir à la recherche du moine, car il a un vague souvenir comme quoi ce dernier était présent quand il a été frappé par ce qui cause sa dégénération. Le docteur va donc finir par retrouver le moine après une aventure contre des crocodiliens qui meurent de vieillesse, avec à ses côtés Osgood, Kate Lethbridge Stewart et Sarah Jane Smith. Tout ça pour se rendre compte qu'il a trouvé une incarnation du moine, trop jeune, et dont la guerre du temps est dans son futur. Néanmoins, le moine va conseiller au docteur d'aller retrouver sa fille, Jenny, histoire de se stabiliser un peu. Donc oui, on a la confirmation que cette histoire se passe bien dans un univers où la guerre du temps s'est terminée, et on est après le jour du docteur, car s'il a pu retrouver Jenny, c'est qu'il n'y a plus de verrou temporel lié à l'activation du moment, et de plus, le docteur et Jenny, en cherchant des artefacts signés du même artiste à travers le temps et l'espace, trouvent le conservateur, qui pour le coup a le visage du 6e docteur. Et donc à eux trois, ils mettent hors d'état de nuire des bourgeois avides de remplir leur galerie d'art à la fin des temps avec des œuvres du conservateur issues du monde dont il ne reste rien, car ils les ont eux-mêmes détruits pour rendre ces ultimes œuvres inestimables. Puis, avec son 7e visage, le docteur se fait rafler par le haut commandement gallifréen qui, pas plus choqué que ça par l'état du docteur, l'envoie délivrer Davros de chez les Daleks et qui se propose de créer l'hybride. Ce qui n'aboutira à rien si ce n'est à l'anéantissement par les Daleks de la station de bataille des Seigneurs du Temps qui naguère hébergea le procès du docteur, ainsi que la destruction de la lune pénitentiaire de Skaro à cause d'un échantillon de l'ADN instable du docteur. Ensuite, le docteur numéro 3 reçoit une carte avec une adresse, une date, une heure et un bisou au rouge à lèvres qui le mène, une fois passé à son 6e visage, à stopper le 2,
un seigneur du temps coincé sur Terre en 2006 qui veut empêcher le Docteur d'avoir quitté la Terre dans le premier épisode de la série en se créant un portail vers le 23 novembre 1963. Il y parvient presque en s'étant fait passer pour le Docteur et en ayant manipulé Harry Sullivan, membre d'UNIT et ancien compagnon du Docteur. Mais avec l'aide de Jackie Tyler et de Lady Christina de Souza, le pire est évité. Puis sur les conseils du 2 qu'il a stoppé, le Docteur, avec son premier puis son 10e visage, se rend dans le système Carpalium et arrête le maître qui, victime selon ses dires de la dégénération, a le visage de Missy, et s'est amusé à recréer la guerre des mondes pour passer le temps sur un planétoïde où on retrouve le pattern Ostergang. Apprenant de Missy qu'il doit trouver l'Union et que c'est une personne, le 9e Docteur coince son TARDIS dans celui d'un lui alternative et se retrouve à devoir se rendre dans le mausolée du Seigneur du Temps immémoriel pour sauver les sables du temps qui ont été utilisés comme munitions pour nourrir l'arme à dégénération. Il est accompagné par son lui alternatif, par Livchenka et par la Lumiat, qui est un Valeyard pour le maître et donc une gentille version de ce dernier. Et enfin, le 8e Docteur arrive à Diamond Ray grâce à un signal de détresse envoyé par Suzanne, capturée par River qui joue les agents doubles pour mener le Docteur à découvrir que l'Union, qui adore changer des planètes et des étoiles en diamant, est l'ultime incarnation de la multitude, qui, en fait, cumule dans son esprit ses personnalités à chaque régénération, et qui, en cherchant à se stabiliser et à faire taire ses 12 autres incarnations, en a profité pour créer une arme à dégénération et a expérimenté sur le Docteur, le maître, le moine apparemment aussi, et a pris plaisir à les mettre dans cet état pour leur montrer ce que ça fait d'être en guerre avec soi-même, de passer d'un visage à l'autre sans rien pouvoir y faire. On apprend que le Docteur qui s'est fait tirer dessus était celui de la guerre, et pas le 8e comme je le pensais à cause de l'intérieur du TARDIS dans le trailer du premier épisode. Diamond Ray finit détruite, tous les astres changés en diamants reprennent leur place dans l'univers, l'Union est vaincue et livrée à ses autres personnalités qui se font entendre, le Docteur de la guerre va mieux et il dépose Suzanne sur Gallifrey tandis que River va voir Jim le poisson. Bon, on va tout de même commencer par ce qu'il y a de positif à dire sur cette saga, et ce qu'il y a de positif justement, c'est les interactions entre tous les membres du casting, qui sont souvent très drôles, qui sont assez justes, il y a de l'énergie, ça se sent, et ça fait plaisir à entendre. Voilà, maintenant on attaque le reste. Même si les interactions entre tous les membres du cast sont sympas la plupart du temps, des fois elles sont pas terribles, voire même particulièrement gênantes. Et j'ai en tête l'exemple de ce passage dans l'épisode L'invasion du planétoïde 50, où Missy et le 10e Docteur sont à deux doigts de se jeter l'un sur l'autre. Et ça devient encore plus gênant quand Missy se fait le porte-parole de ceux qui aiment à outrance le 10e Docteur en lui disant que son visage a toujours été son préféré. J'ai envie de mourir. Toujours sur les dialogues, on va changer de catégorie en passant des dialogues gênants aux dialogues affligeants. Comme vous le savez sûrement, les interprètes des 3 premiers Docteurs ainsi que de celui de la guerre nous ont quittés. De par ce fait, ils ont été remplacés. Et parce que ces personnages ont des remplaçants et non plus des vedettes comme le reste du cast, et bah niveau texte, ils ont pas grand chose, on les place par-ci par-là pour dire 2-3 trucs. Et c'est quand même affligeant justement de voir ce pauvre Tim Treloar qui reprend le rôle du 3e Docteur être employé pour faire du name dropping de merde. Genre, il se demande qui l'a mis dans cet état et balance d'un coup les Cybermen et les Yeti. Et ça a tendance à m'énerver car c'est vraiment de l'évocation dénuée de sens à part pour dire « Vous vous souvenez de ça ? Pour les Cybermen, ça va. Mais les Yeti, bordel, c'est pas une faction ou un peuple mêmant d'une dizaine de pélos contrôlés par la Grande Intelligence, donc dit directement la Grande Intelligence. Et ça va aussi pour Kate dans The Giggle, tiens, tant qu'on y est. » Bon, on va attaquer le cœur du problème, parce qu'on n'y échappera pas. D'un point de vue scénaristique, si chaque épisode de Once and Future, à lui tout seul, est plutôt sympa, bien rythmé et tout, d'un point de vue de l'histoire générale, du fil rouge de la dégénération, c'est une catastrophe. Déjà, centrer le récit sur le Docteur, c'est pas toujours une bonne idée, encore plus quand on sait qu'il ne peut rien arriver de grave au personnage. Peut certainement pas mourir, on peut pas passer à autre chose, donc voilà, c'est pas forcément le top de faire ce choix. Dans le premier épisode, Past Lives,
Le docteur, qui a déjà pour premier réflexe de fuir l'hôpital des Seigneurs du Temps dans lequel il se trouve, va ensuite dans son TARDIS, il se souvient vaguement que le moine était présent quand il lui est arrivé ce qui a causé sa dégénération, et son premier réflexe, c'est de quitter la gare du Temps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui permet au docteur de s'imaginer que ce qui cause sa dégénération n'a rien à voir avec la guerre du temps? Qu'est-ce qui lui permettrait de penser que la personne qui lui a fait ça est parfaitement extérieure à la guerre du temps? Qu'est-ce qui lui permet de penser que c'était pas un coup d'un prototype d'arme Dalek qui se serait mangé dans la tronche et qu'il aurait peut-être eu pour mission de récupérer voire de détruire en la compagnie du moine pendant la guerre du temps? Bah rien. Sauf que si le docteur ne sort pas de la période de la guerre du temps, bah il pourra pas aller rencontrer le reste du casting, tout simplement. Tout ça pour, du coup, pourchasser le moine en dehors de la guerre du temps et se rendre compte que, bah c'est pas le bon, il est trop jeune. Bah oui, du con. Si tu voulais trouver le moine, fallait peut-être rester dans la période de la guerre du temps, ou fallait peut-être y retourner, ce que le docteur n'a absolument pas fait. On rappelle que, suite à ce qui se passe dans Past Lives, le moine lui dit d'aller voir sa fille pour se stabiliser, très bien, un moine qui connaît pas la guerre du temps connaît Jenny, pourquoi pas. Donc le docteur avec son 5e visage va aider le conservateur, il se stabilise un peu auprès de sa fille, il voit une peinture d'un diamant qui lui fait penser à quelque chose, très bien. Ensuite il prend son 7e visage et il se fait rafler par les seigneurs du temps pour aller en mission d'Avros, et après, une fois qu'on lui fout la paix, il ne va pas retourner à la recherche du bon moine pendant la bonne période, alors qu'il n'a que cet élément de recherche jusqu'à présent dans le récit. Et puis après, c'est formidable, hein, du coup, quand on est sur Two's Company, le docteur il reçoit une carte de River qui lui donne les bonnes coordonnées pour aller affronter le 2, et tu pouvais pas non plus lui donner les coordonnées pour aller à Diamond Ray directement? Non ? Tout au long de l'histoire, le docteur va en apprendre un petit peu plus, par exemple sur les matériaux qui composent l'arme qui a causé sa dégénération. Mais ces informations, elles sont surtout pour l'auditeur, ou du moins pour les personnes que ça intéresse. Et le problème, en fait, c'est que le docteur, il découvre rien véritablement par lui-même. Il y a toujours une intervention extérieure, et sa seule piste, qui, je le répète encore une fois, est le moine en période de guerre du temps, il ne va jamais la suivre à nouveau dans le récit. Donc il est là, il se balade, c'est le technodrome. C'est mon docteur Who, c'est ton docteur Who, il se balade, on sait pas ce qu'il fout, il va vers Skaro, ou à la fin des temps, Balek de sa dégénération. Tout ça pour finir sur une confrontation naze. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est naze en plusieurs points. On apprend que ce qui cause l'amnésie du docteur n'est pas du tout l'arme à dégénération, mais le fait que, en jonglant d'une incarnation à l'autre, les vrais docteurs ont une haine si viscérale de ce que pourrait être le docteur de la guerre, et ce, peu importe la chronologie, que ça lui a créé une sorte d'auto-amnésie, oubliant même que cette incarnation existait. Et puis après, ce qui est formidable, c'est qu'on tombe sur un vieux discours tout pété, comme quoi au final, temporairement pour les besoins de l'intrigue, ils vont accepter cette part d'ombre, parce qu'en fait le docteur de la guerre est celui qui a permis de mettre le vrai docteur à l'abri pour qu'il puisse revenir après. Mais bon, c'est naze, hein, parce que vous et moi, nous savons maintenant très bien à quel point le docteur de la guerre dans son écriture est une fraude, et ce discours, du coup, moi, il me laisse un amer goût d'hypocrisie, enfin comme d'hab. Et j'ai pas fini avec le docteur de la guerre, parce que quand il fait son apparition, il lâche une dinguerie à l'Union. Il lui dit qu'il va pas rester là trop longtemps et qu'il va peut-être passer à une autre incarnation qui aura moins envie de lui tirer dessus. Et là, t'es mort de rire, en fait. Et dans ma tête, il s'est passé à peu près ça. Vous allez Tirer sur des gens. Pardon, mais vous n'êtes pas très crédible dans le rôle du vengeur inflexible. Maintenant, on va passer à l'autre truc pas terrible dans ce final, à savoir le personnage de l'Union. Mais d'abord, présentons-le. L'Union est la dernière incarnation d'un seigneur du temps qui se fait connaître comme le collectif ou la multitude. Je tiens à dire que cette information, je l'ai acquise très tardivement, à savoir en faisant mes recherches pour écrire cette vidéo, car je connaissais très bien le personnage auparavant. J'ai écouté plein d'aventures où il y avait ses précédentes incarnations,
ce qui constitue quand même la majorité de ses interventions, et dans aucune d'entre elles, le personnage ne se présente sous le nom de collectif ou de multitude. Bref, la multitude, ou le collectif, auparavant se faisait toujours appeler par un numéro correspondant à l'incarnation qu'on a en physique en face de soi. Numéro allant de 1 à 12, et pas à 13 parce que la 13e incarnation est l'union. Et pourquoi est-ce qu'on le nomme via un numéro, ce Seigneur du Temps? Tout simplement parce qu'en fait, il est malade. La multitude a une maladie qui fait qu'à chaque fois qu'elle se régénère, elle cumule la personnalité précédente. Et donc, à force de se régénérer, il y a de plus en plus de personnalités parfaitement conscientes les unes des autres qui se cumulent en un seul corps. Et l'incarnation qui est en phase avec son physique, elle a bien du mal à faire taire les autres. Pour faire le tour du propriétaire, le 1 est un rat de bibliothèque qui était très admiratif en son temps de la fuite du docteur de Gallifrey. Le 2 est un charmeur, le 3 c'est un tueur, un assassin, rien de plus à dire. Le 4 un type ultra arrogant, le 5 un formidable duelliste, le 6 un gars ultra violent, le 7 lui c'est une espèce de connard abrasif, le 8 seule exception dans tout ce merdier est le seul gars qui était gentil, le 9 un kleptomane de l'extrême, le 10 un hypnotiseur, le 11 un génie du mal séparatiste, et le 12, une grand-mère maléfique. Pour ce qui est de la personnalité de l'Union, à part le fait de vouloir un contrôle absolu sur tout et surtout sur elle-même, elle a pas grand-chose pour elle, à part qu'elle aime bien réduire des astres en diamants et les voler. Et justement, c'est un trait de caractère qui serait plutôt propre au 9, le kleptomane de l'extrême, et justement, le docteur lui fait remarquer que malgré ses tentatives pour faire taire à ses autres personnalités, elle déteigne néanmoins sur elle. Ah oui aussi, c'est vrai qu'elle a chopé le 2, donc elle-même, mais beaucoup plus jeune, pour en faire un esclave. Parce que pourquoi pas? L'objectif de l'Union est compréhensible, outre le fait de vouloir un contrôle absolu sur elle-même, elle souhaite aussi faire ressentir au docteur ce que ça fait d'être à sa place. Et c'est là que c'est nul parce que ça marche pas. Ça ne marche pas parce que le docteur, à quelques exceptions près, reste essentiellement le docteur, peu importe son visage, même s'ils ont des traits de personnalité différents, ils sont le docteur, et ça marche pas véritablement non plus parce que le docteur, il arrive quand même à tenir avec un visage avant de passer à l'autre. Alors que l'Union, elle vit une véritable prise d'otage. Il se passe pas 5 minutes sans qu'il y ait une de ses autres personnalités qui l'ouvre. Et à chaque fois, l'Union ou n'importe quel numéro qui est présent, t'as l'impression que voilà, il est spectateur, il subit totalement. Tant que j'y pense, il y a toujours un effet sonore particulier qui accompagne la prise de parole des incarnations dont ce n'est pas le corps. Ce qui fait au final qu'on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une manifestation véritablement physique ou bien psychique. Et j'aime beaucoup la façon dont les prises de parole des autres incarnations de la multitude sont représentées dans cette animation de l'introduction de Doom Coalition réalisée par le vidéaste James McDonald. Let me out, please. Let me out. It was the others. I'm sorry. I'm so sorry. I say, chap, couldn't we come to some arrangement for old time's sake? I'll kill you for this, Doctor. Dissect you, dismember you. Kill. Be silent. All of you. Pour revenir sur l'Union, ce qui semblait quand même marcher dans son plan, au niveau de la perte de contrôle, c'est le fait que pour passer d'une personnalité à l'autre, le docteur devait passer par une régénération. Processus, somme toute, quand même assez douloureux pour un seigneur du temps. Et finalement, ça tombe aussi à l'eau parce qu'à la fin, le docteur, il jongle entre ses visages et il a l'air très heureux. Ceci étant dit, la confrontation finale entre l'Union et le docteur m'a mise assez mal à l'aise. Pour la simple et bonne raison que le docteur lâche à l'Union qu'elle ne s'aime pas, qu'elle est en guerre permanente avec elle-même, là où lui est essentiellement le docteur. Alors certes, le docteur répond ça à l'Union quand celle-ci se lamente de ne pas comprendre pourquoi le docteur ne pète pas littéralement un câble comme elle-même le fait quand elle est assaillie par ses autres personnalités, mais je trouve ça hyper limite. Même psychophobe en fait. La multitude ne pourra jamais être une seule et même personne. Et à la vue du roster que je vous ai présenté, qui habite les mêmes lieux, comment voulez-vous que l'Union ne soit pas en guerre permanente avec elle-même? La multitude a beau être un antagoniste, c'est aussi un personnage malade.
Et le docteur de son côté, c'est facile de dire qu'il est essentiellement le docteur et de caler au passage que sa seule incarnation dissonante, il l'accepte pour le moment. Enfin, pour la multitude, à l'intérieur, même s'ils sont majoritairement malveillants, ils sont quand même tous différents. Et surtout, comment s'appelle la multitude ? Parce que moi je ne le sais pas en fait. Parce que je crois qu'elle n'a pas de véritable titre. Et par conséquent, pas de véritable essence. Et pour dire, le maître de la guerre, à un moment, se réfère au personnage en l'appelant la non-entité numérique. La multitude, c'est juste une suite de chiffres, une suite de personnalités qui n'est visiblement rattachée à pas grand-chose, si ce n'est le fait d'être enfermé dans un seul et même corps qui change. On ne sait pas si c'est la multitude qui, pour des besoins pratiques, a décidé de numéroter comme ça ses personnalités, ou si ce sont les interlocuteurs de la multitude et tout son entourage qui a décidé de le faire à sa place, et au final à son détriment. Et vous reconnaîtrez que dans ce cas-là, ce sont deux situations complètement différentes. Voilà, il y a encore des zones d'ombre et des flous sur la nature du personnage et son histoire, mais quand même, je vous ai dressé un portrait en long, en large et en travers de la multitude pour bien montrer à quel point elle est différente du docteur. Et toutes les informations que je viens de vous communiquer au sujet de la multitude, le docteur en a parfaitement conscience. Ils en sont pas à leur première confrontation. Et d'ailleurs, au cours de la saga Once and Future, il y en a une nouvelle qui a été rajoutée dans l'épisode Two's Company, et j'aimerais un peu revenir là-dessus parce que je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec. Dans l'épisode Two's Company, le 2 révèle au docteur qu'il a décidé d'aller consulter les sœurs de Karn quand, après une première régénération, il s'est rendu compte que sa personnalité précédente était restée avec lui. Et du coup, il va voir les sœurs pour lui demander « Mais comment vais-je faire pour continuer à vivre ainsi si à chaque fois que je me régénère, je cumule mes personnalités ?» Et tout ce que les sœurs de Karn auront fait, ça aurait été de lui montrer des bribes d'avenir avec des moments où le docteur est entre ses pattes. Rien de plus. Et du coup, le 2 s'est convaincu que finalement ce qui poserait problème à son existence ne serait pas de cumuler ses personnalités, mais serait de toujours avoir le docteur sur le dos d'une manière ou d'une autre. Et s'est dit, du coup, je vais l'empêcher de me nuire en l'empêchant de quitter la Terre. En 1963. Mais finalement, contre toute attente et après l'avoir mis plus ou moins hors d'état de nuire, le docteur, avec son 6e visage, c'est pas une des incarnations du docteur connu pour être les plus tendres, lui propose de le déposer n'importe où dans l'espace et dans le temps, lui propose de l'aide. Après, il y a une ellipse, donc on sait pas où le docteur a déposé le 2, mais contre toute attente de la part du 2, contre les prédictions des sœurs de Karn, le docteur a été bon avec la multitude. Donc, outre le fait de retenir une fois de plus que les sœurs de Karn sont des saloperies, je sais pas quoi faire du reste, en vérité. Parce que c'est un événement qui, du coup, arrive très tôt dans la vie de la multitude, mais c'est une histoire qui est très récente, sachant que tout le lore précédemment établi du personnage a commencé à apparaître aux alentours de 2016, que c'était déjà un antagoniste, qu'il en était déjà à sa 11e incarnation. On doit en conclure que la multitude a décidé d'être malveillante et de faire des saloperies, même si le docteur lui a proposé de l'aide à ce moment-là, très tôt dans son existence, je suppose. Finalement, je pense qu'on ne saura probablement jamais quel était l'objectif de ce récit au sein de l'histoire Once and Future, du point de vue de la relation entre la multitude et le docteur, étant donné que ce qu'il s'est passé dans Two's Company ne sera pas même mentionné dans la confrontation finale entre le docteur et l'Union. Pourtant, ça aurait pu être hyper pratique. Le docteur aurait pu rappeler à l'Union cette main tendue à ce moment-là et toutes les autres qui lui a tendu au cours de leur précédente confrontation, mais non. Le docteur aurait pu se montrer plus nuancé dans son discours, car, je le rappelle encore une fois, il sait dans quel état est la multitude, il sait pertinemment que la plupart de ces incarnations sont quand même des troubles du comportement sévères poussés à l'extrême, qui en deviennent des personnalités, je vois pas comment le dire autrement, genre, ta personnalité c'est d'être un gigantesque kleptomane. Donc finalement le docteur aurait parfaitement pu remettre l'Union face à ses responsabilités, tout en compatissant, sans pour autant tomber dans la condescendance, mais non, il ne le fait pas.
À la place, du coup, il lui balance que, contrairement à elle, lui, il s'aime bien et il apprécie être le docteur. Quand l'Union lui dit qu'il a aucune idée de qui elle est, tout ce qu'il trouve à lui répondre, c'est qu'elle est cruelle et lâche et qu'elle n'est pas l'Union et le Zéro. Et quand l'Union lui demande « mais pour qui il se prend pour dire ça ?», il lui répond « bah je suis le docteur ». Waouh. Mais c'est quoi ce comportement ? Comme si vis-à-vis de l'Union, c'était qu'une question d'amour-propre, qu'une question de détestation de soi-même. Comme si l'Union pouvait se résumer qu'à ça. Et surtout, c'est quoi cette gratuité ? Et oui, je parle bien de gratuité et j'irai même plus loin en disant que les propos tenus par le docteur à ce moment-là n'ont rien à faire dans sa bouche. Rien du tout, selon moi. Et je suis d'autant plus gêné par la situation que c'est le 8e docteur qui tient ses propos. Le 8e docteur, cette espèce d'éternel optimiste, mais pas toujours, qui parfois a ses moments sombres, qui peut se montrer mauvais et méchant, mais pour ça, faut l'avoir profondément blessé, en ayant fait par exemple beaucoup de mal à ses proches. Ce qui n'est pas du tout le cas, en tout cas à ce moment-là. Et selon moi, tout ça mis bout à bout est révélateur d'un problème d'écriture du docteur dans cet épisode. Et c'est quand même un comble d'assister à la sempiternelle séquence du docteur qui fait son speech face à l'antagoniste, qui en profite pour réaffirmer son identité et qui il est, tout en le voyant agir parfaitement en dehors de sa caractérisation. Attention cependant, je ne suis pas en train d'arguer le fait que le docteur est et devrait être un parangon de vertu et qu'il n'aurait pas à mal agir. C'est pas du tout ça le propos. Il a ses contradictions, ses torts, parfois il agit mal, mais c'est un personnage qui essaie toujours de faire au mieux, de ne jamais abandonner, de ne pas être cruel, ni d'être lâche, et il n'y arrive pas toujours. Le docteur est complexe, il n'est pas un personnage fondamentalement bon, mais s'efforce de faire le bien autour de lui. Il peut se montrer impitoyable et sans merci, comme dans l'épisode d'Alec, et ça ne sort pas de nulle part. Pareil quand il se prend pour le seigneur du temps victorieux dans The Waters of Mars. Ça intervient de façon logique dans l'évolution du personnage. Ceci dit, il arrive parfois que le docteur se comporte particulièrement mal et que ce ne soit pas lié à une volonté scénaristique, mais bien à un défaut d'écriture. Poussé à bout, ok, on l'a vu, le docteur, il peut être terrible, mais là, ce n'est absolument pas le cas. Ses proches vont bien, River et Suzanne ne peuvent pas souffrir de la dégénération apparemment, le docteur, même si lui il en souffre, eh ben figurez-vous que ça va lui passer comme un mauvais rhume, donc franchement ça va. Moi là j'entends juste le docteur être méprisant et antipathique face à l'Union tout en réaffirmant son identité. Et pour moi c'est pas le docteur qui agit comme ça. Un personnage susceptible d'agir de cette façon dans l'univers de Doctor Who, c'est bien le maître. Moi je vois bien le maître aller voir la multitude et lui dire « Mais moi je n'ai aucun problème à être moi-même. J'apprécie être le maître. Et vous, vous êtes nul. Vous êtes la non-entité numérique, le zéro. Tiens, si le terrain n'est pas préparé, selon moi le docteur ne peut pas se comporter comme ça au moment où il s'affirme. Le docteur qui pour les 60 ans de célébration de l'univers dit « Je suis le docteur et toi t'es un moins que rien et rien à foutre de ton état », pour moi c'est un gigantesque non. Ça aurait pu être évité si on avait tenu compte un minimum de ce qui s'était passé en amont dans la saison. Les événements de Two's Company auraient pu donner matière à de la nuance dans les propos du docteur, et je ne parle même pas d'étoffer leur dernière confrontation avec une évocation des précédentes. Mais non, c'est laissé de côté, et ça n'a aucune répercussion sur le final. Et des éléments scénaristiques qu'on nous présente et qui finalement ne mènent sur rien ou passent complètement à la trappe, il y en a des tas. Par exemple, qu'en est-il de la dégénération du maître ? Je sais pas, non ? Ou pareil, dans Eugenius for War, qui démontre une fois de plus à quel point le 7e docteur est plus dangereux que celui de la guerre, il laisse Davros prélever un échantillon de son ADN pour créer l'hybride, ce qui n'aboutit à rien étant donné que le docteur est en pleine dégénération, que son ADN est instable, et tout ça va mener juste à la destruction de la lune pénitentiaire de Skaro. À quel moment Davros il se dit « Oh ben je vais recommencer, même si j'ai eu la preuve que ça marche pas ». C'est ce genre d'élément con quoi, et c'est insupportable. Surtout que dans l'épisode, à aucun moment, y a une ligne de dialogue qui pourrait montrer que Davros a compris que le docteur était pas en bon état. Aussi un autre truc qui me laisse des points d'interrogation au-dessus de la tête, c'est quand River nous explique que les meilleures personnes de l'univers qui puissent aider le docteur seraient apparemment elle et Suzanne, qu'apparemment la dégénération n'affecte pas, parce que River n'est qu'à demi-seigneur du temps,
Je vois pas en quoi c'est une explication. Et quant à Suzanne, ça marcherait pas pour elle parce que... parce qu'on sait pas en fait. La conversation passe sur autre chose. Il y a en tout 8 auteurs-autrices sur le projet, et 2 personnes sont à la réalisation, à savoir Ken Bentley et Ellen Goldwyn. Je ne sais pas ce qui s'est passé et dans quelles circonstances Once and Future a été produit, mais il n'a pas dû y avoir beaucoup de relecture et de communication pour assurer un tout plus cohérent. Ah tiens, tant qu'à parler d'autre chose qui m'a un peu déçu, habituellement j'aime bien les musiques de Big Finish et je suis plutôt ok avec les compositions de Howard Carter. Sauf que là, j'étais un peu déçu parce que le thème principal, le leitmotiv qui accompagne la saga Once and Future, j'ai l'impression que c'est une réorchestration du thème du 9e Docteur chez Big Finish. Et c'est pas une impression d'ailleurs, écoutez. Ça se ressemble quand même pas mal, hein. En parlant de la musique, moi j'ai eu directement accès sur le site de Big Finish quand les épisodes sont sortis, parce que ça faisait partie des contreparties, justement, de l'achat de l'édition spéciale de Once and Future. Et je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus également. Déjà, ça m'a coûté 124 balles. Ça devait être 87, mais bon, la TVA, toi-même tu sais. En ayant quand même payé une somme un petit peu conséquente, on aurait pu s'attendre à ce que l'édition spéciale de Once and Future ait de la gueule, non? C'est un minimum, je pense. Par exemple, on aurait pu avoir un joli coffret, comme ça avait été le cas pour l'édition spéciale de The Light at the End. Et je pense que c'était pas déconnant d'attendre un truc similaire. Mais que nenni, mes bons seigneurs, car quand j'ai reçu Past Lives, le tout premier épisode qui est ici, eh bien, croyez-le ou non, il était parfaitement dépourvu de sa jaquette cartonnée. Donc, j'avais un artwork alternatif de celui de base, et j'avais une espèce d'affiche vintage, et chaque CD suivant a eu la sienne. Et franchement, je trouve qu'il n'y a que celle de Tooth Company qui est sympa. Sinon, pour toutes les autres, il y a au moins un détail qui me dérange. Surtout les visages. Le 5e Docteur va se jeter sous un train, le 7e, je sais pas quoi en dire, et le 8e, mais mon Dieu! C'est quoi ce visage disproportionné, mal positionné sur le reste du corps? C'est encore pire que la pochette de Time War Volume 3, qui était déjà assez perturbante. Le fait que ce soit juste un artwork différent sur une pochette CD classique, ça a fait râler quand même les consommateurs. Et du coup, Big Finish s'est quand même décidé à sortir des jaquettes cartonnées. Mais là aussi, il y a eu un problème. On ne sait pas comment ils ont réussi à se débrouiller, mais l'entreprise qui devait justement réaliser les jaquettes cartonnées pour les éditions spéciales de Once and Future ont réussi à foirer la section argentée et à faire des espèces de gros pâtés au niveau des lettres. T'avais des morceaux qui s'arrachaient, le truc, ça coulait à des endroits où c'était censé être cerclé de noir. C'est pour ça qu'ils t'ont renvoyé des jaquettes un petit peu plus fines cette fois-ci, enfin, avec un logo un petit peu plus aplati. Et ça a été ça pour presque toutes. D'ailleurs, j'ai des jaquettes en rab, c'est génial. Et donc, parce qu'il a fallu renouveler tout le stock des jaquettes cartonnées parce que c'était immonde, l'envoi des épisodes en format physique a pris beaucoup de retard. Et j'ai reçu The Union ainsi que Time Lord Immemorial en physique en avril. Alors que ça faisait 4 mois que ces épisodes ils avaient été mis à disposition en format numérique. Donc déjà, ça, c'était le bordel, mais en plus, la version standard de Once and Future a fait scandale auprès des auditeurs de Big Finish, parce que les jaquettes des 2 premiers épisodes ont été réalisées avec une IA pas du tout retravaillée derrière, donnant ce résultat dégueulasse. Heureusement, après, ils se sont corrigés et ont vite arrêté d'utiliser l'IA. Déjà que ce ne sont pas des professionnels quand il s'agit de photoshopper la tête de Paul McGann pour le caler correctement sur une jaquette une fois sur 2, alors retravailler de l'IA, mais laissez tomber, quoi. Bon, à ce stade de la vidéo, on pourrait se dire qu'on va gentiment se diriger vers la conclusion. Eh ben non, figurez-vous. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai dit que Coda, The Final Act, l'histoire qui est censée conclure Once and Future en servant d'épilogue, devait paraître
le 23 novembre 2024. Et il est paru le 23 novembre 2024. Au départ, je vais pas vous mentir, je m'étais dit, bon voilà, je vais sortir ma vidéo et je vais dire, de toute façon, j'écouterai pas Coda The Final Act, parce que Once and Future, c'était pas bon et que ça m'a saoulé. Mais, à force de prendre du retard et de faire d'autres choses, l'épisode a fini par sortir, le temps m'a rattrapé, et j'ai écouté cet épisode, j'ai écouté cette confrontation entre le Docteur de la Guerre et le Docteur Fugitif. Et qu'est-ce que ça vaut comme conclusion pour toute cette histoire? Bah c'est n'importe quoi, bien sûr. Alors que le docteur se lance dans le même speech qu'il a balancé à Suzanne le jour où il l'a abandonné sur Terre, le docteur fugitif, mandaté par la division, se met à courser le docteur de la guerre et de fil en aiguille, le docteur de la guerre, d'abord épaulé par Viana Salvatori parce que pourquoi pas, va affronter le docteur fugitif dans un octogone sans règles sur la planète Coda. Tombant au pif sur Bernice Summerfield, le fugitif se constitue une armée de Vord et le docteur de la guerre, lui, débarque avec Elisabeth Ier et ses troupes à bord d'un galion volant. Et alors que nos protagonistes se rendent compte que normalement, ils ne devraient pas faire ça parce que le docteur reste le docteur. Entre parenthèses, qu'il ne le soit plus ou juste avant de l'être parce que ce serait con d'aller au bout de ses idées quand on change la nature d'un personnage, fin de la parenthèse, et ils découvrent qu'ils ont été manipulés par une tierce faction nommée... Comment le traduire sans que ça paraisse ridicule ? Non, bah tant pis. Ce sera le conseil du dernier. Et donc ce conseil avait en fait tout prévu pour créer un Ouroboros à déchaîner pendant la guerre du temps, parce qu'il fallait que le même individu se foute sur la tronche avec lui-même et qu'ils soient en plus dans un état inverse à l'autre, et que donc la dégénération faisait partie du plan du conseil du dernier. Comme on pourrait s'y attendre, à la fin, l'Ouroboros est anéanti, les Vord et la couronne britannique deviennent amis à travers les étoiles, mais quand même, faudrait pas oublier de rentrer à Londres, le docteur de la guerre part continuer de vivre dans un faux déni, et le fugitif, qui ne travaille en fait plus pour la division, part probablement se cacher sur Terre. Et comme d'hab, ils vont trouver un moyen de s'oublier parce que ta mère! J'ai eu comme un espoir, pour être honnête, en écoutant ça, je me suis dit, ah tiens, le docteur de la guerre, il rassemble des troupes pour aller péter des gueules. Et puis l'épisode avançait et puis je me suis dit, c'est chelou quand même. Parce que même si tu sais pas ce que ton adversaire va te sortir, en l'occurrence des Vord, à quel moment tu te dis je vais emmener dans l'espace des soldats britanniques de la fin du XVIe siècle? Alors même s'ils ont un galion volant, technologiquement, ils ont rien de plus en fait. À quel moment ils se font pas oblitérer par les Vord? Là, nous ne sommes absolument pas dans le même cas que la victoire des Daleks, où t'as Bracewell qui équipe quelques appareils britanniques avec de quoi aller dans l'espace et avec des canons laser pour tirer sur le vaisseau amiral Dalek. Il n'y a rien de tout ça dans Coda. Et c'est à ce moment que ma suspension consentie de l'incrédulité a juste dit stop. Là, je me suis dit, non, tu m'en demandes trop. Je sais que Doctor Who, des fois, ça se prend pas au sérieux, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis quand est arrivé le moment où les docteurs se rendent compte qu'ils se sont fait manipuler, j'ai eu un rire nerveux. Et j'en ai eu un second quand le fameux conseil du dernier a expliqué son plan. Donc au final, RIP pour la multitude, qui, en plus d'avoir pas correctement été traité dans cette histoire, pour son incarnation finale, c'est quand même pas de chance, finalement sert d'outil au final. C'est un outil, c'est même plus le centre de l'histoire, c'est une tierce faction de merde dont tu réentendras probablement plus jamais parler, qui a moins d'1 minute de dialogue dans cet épisode. Et vous savez, c'est quoi la cerise sur le gâteau qui vient conclure ce gigantesque bordel qu'est Once and Future, tant dans son histoire que dans sa distribution? Eh bien c'est le fait que, quelques jours après la sortie de Coda The Final Act en version dématérialisée, moi et probablement les 3000 autres personnes qui avons précommandé l'édition spéciale de Once and Future, on a reçu un mail. Et vous savez ce qu'il disait ce mail? Il nous disait que l'intégralité du stock des épisodes en édition spéciale de Coda The Final Act avait été compromis et que l'entièreté du stock était à renouveler. Voilà! C'était Once and Future. Et c'était pas bien. En ce qui me concerne, plus jamais je ne précommande une quelconque édition spéciale chez Big Finish pour n'importe quelle histoire, et encore moins pour une célébration anniversaire de Doctor Who. Ça va, hein? Et si vous voulez une conclusion à tout ça, eh ben j'aurais qu'une chose à dire. C'est mon Docteur Who, c'est ton Docteur Who, il se balade, on sait pas ce qu'il fout, il va vers Skaro, ou à la fin des temps, Balek de sa dégénération.